en nœud. C'est en nœud sur Pyramide FM, Patrick Degbeville. On se retrouve une semaine d'actualité sur la radio. Ravi de vous retrouver samedi 2 mai 2020. Et puis la deuxième partie avec l'actualité de la semaine. Et le directeur exécutif du CDFDH, Godwin Etche, est avec nous. Il est aussi membre de Panel Watch. Bonsoir Godwin, bienvenue. Oui, bonsoir Patrick, bonsoir à tous les auditeurs de Pyramide FM. Roland Kanda, bonsoir. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous les auditeurs de Pyramide FM. D'accord, on en saura davantage tout à l'heure sur la propriété intellectuelle. Mais Godwin, Panel Watch, c'est quoi? C'est nouveau? Bon, CDFDH, on en connaît quand même. Non, je ne pense pas que Panel Watch soit nouveau, Ouais. mais il faut juste comprendre que le Panel Watch, c'est un groupe d'acteurs de la société civile qui se sont engagés sur les questions des droits de l'homme. Donc, c'est une vingtaine de personnalités de la société civile qui ont un peu d'expérience sur les questions des droits de l'homme et qui se positionnent régulièrement sur la situation dans le pays, qui font des analyses, qui font des observations, des recommandations. Et leur mission, c'est surtout de veiller à ce que la pratique togolaise puisse être alignée sur les standards internationaux, sachant que le pays a ratifié beaucoup d'instruments internationaux. Donc la pratique togolaise, comment faire en sorte que nous puissions nous conformer toutefois ou bien chaque fois aux standards internationaux. Voilà un peu la mission du Panel Watch. D'accord. Merci surtout pour la disponibilité en vue de partager l'actualité de la semaine avec nous. Une semaine d'actualité au lendemain du 1er mai, Journée internationale du travail. C'était dans un contexte particulier. Comment cela a été chez vous? Merci. Oui, Godwin, vous étiez aussi à la maison sans doute. Oui, on n'a pas le choix. Mais oui, je pense peut-être qu'on en reviendra. Mais moi, ma conclusion, en tout cas bien mon analyse, c'est qu'effectivement, passer le 1er mai à la maison, c'est une situation inédite, c'est une première depuis toujours. On n'a pas eu droit aux célébrations, aux manifestations, aux déclarations. Mais quelque part, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, ça nous amène aussi à réfléchir, à voir en réalité si toutes ces célébrations, des fois, ne sont que diversions. Parce que c'est un peu la situation pour la journée des droits des femmes, le 8 mars, où il y a beaucoup de pagnes, beaucoup de femmes qui font des déclarations, etc. Et beaucoup d'autorités aussi qui font, on va dire, semblant de se préoccuper pour une fois dans l'année de la situation des femmes. Mais c'est juste une journée avec des célébrations et puis quand ça finit, le lendemain, la vie continue. Donc, on a été privé de toutes ces célébrations, de tous ces discours, mais au finish, ça ne nous empêche pas de savoir quelle est la situation du travailleur au Togo et quelle est la situation de tous ces jeunes qui aspirent à devenir travailleurs, même si la situation du travailleur déjà est assez problématique. On dira finalement que Covid-19 nous fait réfléchir plutôt que de nous poser non seulement des problèmes. Justement, bon, est-ce que on ne peut pas le dire dans l'absolu parce que c'est effectivement une crise et ça paralyse l'activité humaine. C'est une crise qui a beaucoup d'impact. Et même après la crise, on aura beaucoup de problèmes, surtout sur le plan financier. Il y a beaucoup de conséquences. Donc, n'allons pas dire que c'est une situation qui est positive. Mais il faut reconnaître que tout le monde est obligé de faire un break pour savoir comment nous organisons la vie de l'État, comment s'organisent nos infrastructures, comment s'organise, on parlait tout à l'heure du droit du travail. Quelle est la situation des travailleurs au Togo? Je m'amusais aujourd'hui à compter au cours de cette dernière décennie. Quelles sont les années académiques qui n'ont pas été affectées par des grèves? Et la notion de grève a même évolué au Togo. C'est-à-dire que normalement, ce sont les travailleurs qui font grève. Mais aujourd'hui, vous allez voir des élèves dire qu'ils sont en train de faire grève simplement parce que c'est une situation assez compliquée. Donc, le Covid, effectivement, nous oppose, bien, nous impose un break. Mais un break, et je le disais la dernière fois, qui ne fait que révéler quelles sont nos failles. Quelles sont nos failles en termes d'organisation, en termes de développement, et qui doit nous obliger à penser des solutions novatrices pour que l'humain, en tout cas, soit valorisé après cette crise. À côté de sauvegarder de l'emploi, les enseignants volontaires sont laissés pour compte, les enseignants des écoles privées sont laissés pour compte. Cette semaine, au niveau de l'Église catholique, il y a un communiqué qui est sorti qu'on ne pourra pas
prendre en charge, payer les salaires, en tout cas, à ces enseignants. Finalement, ils ne sont pas pris en compte par le programme Novici du gouvernement. On se demande à quel sens vont se vouer ces Togolais, en tout cas concernés, impactés par la gestion, bien la riposte contre le coronavirus. Oui, c'est-à-dire que ce qui ne nous arrange pas au Togo, c'est que contrairement à d'autres pays qui ont peut-être un modèle de développement plus ou moins solide pour faire face à ces situations de crise, nous vivions déjà dans une fragilité pas possible en ce qui concerne pas seulement les enseignants dont vous avez parlé, mais d'abord même le système sanitaire, que ce soit les structures ou le personnel, on vit dans une situation assez précaire. Et même des enseignants, comme vous parlez, on vit dans une situation très compliquée. Et une crise comme celle-ci qui vient ne fait qu'aggraver la situation des citoyens. Et je ne veux pas fustiger les efforts que le gouvernement fait en termes de riposte, parce que des mesures ont été prises et il faut les saluer. Mieux, il faut les encourager. Mais il faut reconnaître que ces mesures, malheureusement, peut-être qu'elles n'ont pas été très bien pensées, mais en tout cas, ces mesures présentent beaucoup de lacunes. Des lacunes, en ce qui concerne, vous avez parlé du programme Novici. Malgré les efforts qui sont faits, déjà même le forfait, nous considérons que ce forfait, il n'est pas suffisant. Et ça ne motive pas, parce que l'objectif, c'est en réalité de motiver les gens à rester ou bien à limiter au maximum leurs activités pour faire partie vite du virus. Mais ces mesures ne motivent pas le citoyen qui se voit en situation de détresse sans aucun appui. Et ça, on parle de ceux qui sont pris en charge. Qu'en sera-t-il de ceux qui ne sont pas pris en charge? En tout cas, on évoquait tout à l'heure le programme Novici, avant de faire la pause avec vous. On évoquait le programme Novici qui ne touchait pas beaucoup de personnes. Oui, justement, et peut-être avant de parler de ce programme, si tu me le permets, Patrick, en quelques secondes, moi je pense que je suis cette situation, bien ce sujet sur comment repenser même la question de l'invention. Tout à l'heure, quand le collègue parlait de propriété intellectuelle, c'est une des leçons que nous tirons de cette crise. Parce que justement, vous voyez, nous sommes dans un système éducatif où l'aboutissement des efforts, c'est un diplôme, c'est un titre. Mais le coronavirus nous enseigne en tout cas qu'un diplôme, ça ne sert pas à grand-chose. Comment inventer, comment créer des solutions qui puissent permettre aux citoyens de vivre mieux au quotidien, des solutions qui puissent permettre de régler les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant et sur lequel on marteler, parce que ça permettra quand même de répondre à des besoins que nous avons aujourd'hui. En tout cas, c'est une promesse faite, nous allons revenir. Et justement, sur la question de Novici, moi, au départ, je concède quand même, en tout cas au gouvernement, que nous sommes frappés par une situation d'urgence et que dans la prise des mesures, il peut y arriver qu'une solution ne soit pas très bien pensée. Vous voyez, quand j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on dit que quelqu'un est accidenté et qu'il faut coûte que coûte sauver la personne, il se peut que tu ne prennes pas le temps de retirer son habit comme il se doit en enlevant les bouton après bouton. Mais il se peut qu'on prenne un ciseau et qu'on déchire l'habit. Donc, je peux comprendre que des mesures aient été prises dans l'urgence, dans la précipitation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que depuis que ces mesures ont été prises, il y a eu des sorties, des interpellations de la part des acteurs de la société civile. Il y en a qui ont souhaité que les conditions d'accès soient revues pour offrir plus d'accessibilité aux citoyens. Il y en a... Notamment la fluidité du réseau, par exemple. Oui, bien avant cela. Avant même d'être éligible au programme. Vous voyez dans les conditions qui ont été citées. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais on a par exemple dit qu'il faut avoir une carte d'électeur. Et cette condition n'a pas été... Souvent, les juristes appellent quelque chose... Il y a des critères qui sont cumulatifs. Il y en a qui ne sont pas cumulatifs. Cumulatif, ça veut dire qu'il faut que la personne réunisse vraiment tous ces critères. On aurait pu dire que vous pouvez avoir soit une carte d'électeur, soit une carte d'identité ou d'autres éléments justement. Donc il y a eu des propositions, mais nous avons constaté que ces propositions n'ont pas été prises en compte et malheureusement plusieurs personnes ont été écartées. Il y a aussi la question effectivement, comme tu l'as dit, de la fluidité, mais aussi de la sécurité du réseau, parce que justement plusieurs
personnes mal intentionnées se sont introduits. En tout cas, aux premières heures, il y a eu beaucoup de non-dits sur Novici. Beaucoup ont pris de l'argent alors qu'ils ne devaient pas. Voilà, et on peut quand même reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits au jour le jour pour corriger cela. J'ai par exemple appris, parce que bon, je n'ai jamais essayé cela, mais ceux qui l'ont essayé m'ont dit que certaines personnes ont dû être éjectées du système après vérification, même si des gens parmi ce lot de personnes qui ont été éjectées estiment qu'ils ont été injustement éjectés. Donc, il y a beaucoup de cafouillage autour de la situation. Ouais. Et pire, même aujourd'hui c'était les agences Togocel n'ont pas travaillé toute la journée, mais en semaine, quand vous passez devant les agences de téléphonie mobile, que ce soit Togocel ou Move, vous verrez encore un monde qui s'agglutine pour faire des réclamations en ce qui concerne cette mesure. Si le mot d'ordre est de respecter la distanciation sociale, comment se fait-il donc qu'une mesure qui est venue soulager la situation puisse encore créer plus de risques, sachant que les chiffres ont encore cruellement monté cette semaine et ça devient plutôt inquiétant. En tout cas, on le rappelle, à l'heure actuelle, nous sommes à 123 cas confirmés au total, avec 9 décès malheureusement, 66 guéris et 48 cas actifs actuellement au CHL Lomé Commune. Oui, dans les mesures prises par le gouvernement, nous avons l'état d'urgence et derrière cet état d'urgence, il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont soulevées par les acteurs de la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l'homme, notamment le CDFDH, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Oui, je pense que cette histoire d'état d'urgence, et plus précisément, parce qu'il y a eu effectivement plusieurs mesures, mais la mesure peut-être qui fait plus tache d'huile, c'est le couvre-feu. Moi, j'aimerais d'entrée de jeu dire que je salue le fait que des mesures soient prises, que ce soit l'état d'urgence, que ce soit le couvre-feu de 20h à 6h. Je pense que c'est, en tout cas, les derniers chiffres que nous avons eus sur l'évolution des contaminations. Quand nous prenons la journée de mercredi et jeudi, en 2 jours, on a eu 17 cas. Et c'est grave. Ouais. Et c'est grave. Et en plus de vendredi, qui est augmenté à cette contamination également, ça craint. Et le pire, c'est que ce sont les personnes qui ont soit manifesté les symptômes ou qui ont été testés. Ça veut dire qu'il y a des porteurs sains qui probablement circulent circulent aujourd'hui, qui sont libres et qui circulent, et c'est vraiment une menace. Mais ce que je voulais dire, donc, pour moi, je m'aligne et je soutiens vraiment le gouvernement par rapport aux mesures qui sont prises. Oui. Mais la question qui se pose, et je crois que c'est la même question au niveau de, en tout cas l'ensemble, ou bien la majorité des Togolais, c'est les mesures pour faire respecter voilà, ce qui a été pris comme couvre-feu. C'est-à-dire, surtout pour le couvre-feu, le fait que des agents soient déployés. Même si moi, je respecte le fait qu'on ait pu mobiliser environ 5000 hommes, ou bien 5000 hommes et femmes, pour veiller au respect du couvre-feu, je trouve quand même assez déconcertant qu'on puisse même parler de cas de violence policière. Simplement parce que, en tout cas, si vous voyez l'expérience dans d'autres pays, la force, ou bien les agents qui sont mobilisés pour faire respecter le couvre-feu, ils innovent. Vous voyez, c'est-à-dire ils cherchent des solutions pour décourager ceux qui sortent et les encourager, les sensibiliser pour qu'ils restent à la maison la nuit. Donc, je ne sais pas, parce que justement, aucun test ne dit qu'en cas de couvre-feu, quand on interpelle quelqu'un, il faut le frapper, il faut lui infliger des sévices corporels jusqu'à ce que des fois décès s'en suivent. Donc, je me demande si on n'aurait pas, si ça n'aurait pas été plus utile de penser à trouver des solutions, bien des mesures qui découragent les gens ou bien qui les encouragent à rester chez eux plutôt que de se mettre, bien de recourir à cette situation. Il faut aussi préciser que nous sommes en état d'urgence sanitaire et non en état d'urgence sécuritaire. Donc, du coup, il y a une différence. Mais qu'est-ce qui explique cette violence qu'on a connue au début du coup-feu jusqu'à maintenant? Jusqu'à ce qu'il y a eu mort d'hommes, il faut encore peut-être laisser la justice prouver réellement que ceux qui sont morts ont été battus par des policiers et gendarmes. J'avoue qu'au départ, moi-même, j'étais un peu confus. Oui. Parce que je me demandais si ce sont les instructions qui n'ont pas été claires. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans une situation de crise sanitaire. Oui. Donc le problème, c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse.
Et si on a fait sortir des gens, c'est pour veiller à ce que les citoyens ne continuent pas de circuler la nuit, en sorte que le virus soit en train de se propager. Donc, je me dis, comment se fait-il que ces personnes qui sont sorties, ou bien qui n'ont donc pas respecté le couvre-feu, soient traitées comme des délinquants, qui sont arrêtés en flagrant délit de vol ou bien de destruction de biens privés et publics. Vous voyez? Donc, moi, je me suis demandé au départ, est-ce que c'est l'instruction qui pose problème? Et ce qui a encore renforcé mon doute, c'est que des fois aussi, en tout cas au tout début du couvre-feu, il y a eu des interventions du ministre sur l'une des radios, par exemple, qui disait que si les agents se trouvent dans l'obligation de recourir à la bastonnade, ils n'ont pas le choix, ils pourraient recourir. Mais très tôt, il faut le reconnaître en toute honnêteté, il y a eu des discours du ministre qui a été assez clair en disant que les agents ne sont pas déployés pour tabasser les gens. Ils sont déployés pour faire respecter le couvre-feu et pour protéger les citoyens. Voilà, donc, moi je pense que la question, ce n'est pas au niveau de l'instruction, mais c'est au niveau des agents qui ne respectent pas les instructions. Et ça, c'est encore grave. Parce que comment se fait-il que l'armée, pour ceux qui s'y connaissent vraiment, il est dit de notre armée que c'est l'une des armées les plus disciplinées de la sous-région et les plus structurées. Donc, comment se fait-il que des corps habillés auxquels des instructions claires ont été données se permettent de ne pas les respecter? Je me demande qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, voilà un peu ce que j'ai trouvé déconcertant dans la situation. Mais pour les cas qui ont été relevés, moi, j'aimerais en tout cas saluer le fait que le ministre a été toujours présent ou bien a pu réagir pour chacun des cas. C'est important parce que dans le passé, il y a eu effectivement des cas où il n'y a même pas eu de réaction de la part des autorités. Cela a créé plus de confusion. J'aimerais aussi saluer, vous l'avez appris comme moi, que lorsque les citoyens sont montés au créneau pour dénoncer les cas de violence policière, les cas d'atteinte à la vie, il y a eu quand même un signe, ou bien un signal au niveau des autorités, notamment le changement de commandement à la tête de cette unité. C'est une chose à saluer. Et j'avoue que j'aurais dû m'arrêter là. Si par exemple, je n'étais pas togolais, si par exemple j'étais citoyen d'un pays très lointain, qui suit un pays lointain comme peut-être les îles Vatou ou bien Papouasie-Nouvelle-Guinée, un citoyen de ces pays qui débarque au Togo en mars 2020, j'aurais pu m'arrêter à féliciter ou bien me résumer à féliciter ces mesures et dire qu'on espère que la situation sera réglée. Mais malheureusement, je suis un Togolais qui a observé la situation sociopolitique depuis plusieurs années. Je suis un Togolais qui est conscient ou bien qui a connaissance de l'héritage que notre histoire nous laisse. Et c'est un héritage, malheureusement, je dis malheureusement, qui est peu glorieux. Parce que c'est un patrimoine historique, si la combinaison existe. C'est un patrimoine historique qui regorge de tellement de cas de violences policières, tellement de violations des droits de l'homme qui ont été relevés, qui ont été constatés, dont les faits incriminent des corps habillés, mais qui n'ont jamais, si je dis jamais, j'exagère peut-être parce que ce n'est pas tous les cas qui sont médiatisés, mais qui généralement ne sont pas suivis. Et dans le meilleur des cas, une enquête est ouverte, mais cette enquête, malheureusement, fait long feu. Donc, quand je suis devant une telle situation, je peux vous assurer que j'ai toute la volonté du monde pour dire qu'on fait confiance aux mesures qui ont été prises et inviter peut-être les citoyens à faire confiance aux autorités dans ces mesures qui sont prises. Mais je peux vous assurer que, quelle que soit ma bonne volonté, je ne dispose d'aucun élément aujourd'hui pour vous dire que la situation est réglée et qu'il faut espérer que ça ne va plus se reproduire. Donc, je reste sur ma soif, bien qu'il y ait eu ce communiqué du gouvernement qui dénonce ou bien qui instruit le ministère de la Justice à ouvrir des enquêtes. Malheureusement, je reste sur ma faim et je pense que l'impunité qui est en train d'être cultivée dans notre pays, ça ne fait pas du bien aux Togolais, ça ne fait pas du bien aux autorités et moins encore aux citoyens. Alors, d'autres organisations, notamment le CACIT, demandent la réorganisation de cette force anti-pandémie. Au-delà de cette réorganisation totale, quand on voit les derniers chiffres en ce qui concerne la situation du Covid au Togo, on voit que c'est l'intérieur du pays qui est le plus touché.
depuis le 1er avril, si réellement les frontières sont fermées au niveau de Djarkbanga, notamment, on ne devait pas avoir de cas de contamination. Mais c'est à ce niveau actuellement qu'on trouve beaucoup de contamination. Cela est dû à quoi? Est-ce que réellement les frontières sont fermées? Oui, déjà, peut-être bien avant de parler de ces cas de contamination, le fait que, bien la proposition qui est faite par plusieurs collègues de revoir, je pense que c'est quand même c'est fondé parce que, vous savez, quand on dit que ce corps est composé de militaires et de policiers, le problème, c'est que les militaires, par définition en tout cas, ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre, c'est-à-dire pour encadrer les citoyens. Ils sont formés pour assurer la sécurité, la défense du pays. Ça veut dire que ce sont des gens qui, de par leur formation, sont préparés à plus d'agressivité. Donc, ces personnes, quel que soit le discours que vous leur tenez, si vous les déployez sur le terrain pour encadrer des jeunes ou bien des citoyens qui sont en train de circuler et des fois même qui sont obligés de sortir parce qu'ils ont une urgence, parce qu'ils ont peut-être des besoins, malheureusement, quelle que soit la volonté de ces personnes, il se peut qu'il y ait de ces bavures. Donc, je pense que effectivement cette proposition est fondée. Maintenant, ce qui concerne la propagation. La propagation, oui. Surtout à l'intérieur du pays, dans la plaine de Meaux, et un peu plus vers Saint-Cassé et à Dapaon. Je pense que nous ne devons pas occulter le fait que nous sommes dans un pays dont les frontières sont la porosité des frontières poreuses. Et voilà, c'est ce que je m'évertuais à dire depuis le début. Nous ne nous attendons pas à un miracle parce que nous avons une situation nous avons un système assez fragile. Donc, lorsqu'un édifice fragile est frappé par la tempête, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un miracle. Donc, avec les frontières que nous avons, avec les difficultés de s'assurer aujourd'hui qu'il n'y a ni d'entrée ni de sortie, nous ne pouvons pas espérer un autre résultat. Je pense aussi que ce n'est pas seulement les autorités qu'il faut indexer dans cette situation, mais c'est aussi les citoyens qui, peut-être, ou bien manifestement, à un moment ou l'autre, voyant que les chiffres se sont stabilisés, ont cru que c'est bon, on pourrait passer à la vie normale. Surtout que ces mesures n'arrangent pas les gens qui malheureusement ne bénéficient pas d'un certain nombre d'accompagnements de la part des autorités. Donc, je pense que c'est un relâchement total qui est imputable, c'est vrai, aux autorités, mais aussi aux citoyens. Et l'alerte est encore donnée, il faut qu'on s'organise au mieux pour que ce virus-là soit bouté hors de notre pays. Mais est-ce que il faudrait aussi peut-être pas penser à la précarité? Cela est dû que dans la plaine de Meaux, par exemple, les gens se déplacent vers le Ghana pour pouvoir trouver quelque chose à manger, forcément, parce qu'à l'intérieur du pays, la vie, entre guillemets, c'est pénible. Oui, et bien avant cela, alors, il se pose toute la question du droit à l'information, qui est un droit de l'homme très important, qui en réalité, même si aujourd'hui, certaines libertés comme la liberté de manifestation sont mises sous veilleuse, le droit à l'information pour moi doit être appliqué à 200%. Parce que justement, pour quelques collègues qui ont fait des descentes de sensibilisation à l'intérieur du pays, il y en a aujourd'hui et les fake news n'arrangent pas la situation, qui ne croient même pas à ce virus. Il y en a qui ne savent même pas quand on dit mesures de protection, mais gestes barrières, quelles sont ces mesures? Vous voyez, là, on ne parle pas encore de la précarité, mais on parle du fait qu'il y a un manque cruel d'informations sur, 1, la menace, 2, les mesures qu'il faut prendre pour que cette menace-là, on puisse en être épargné. Vient ensuite la question de la précarité, comme vous l'avez dit. Parce que justement, vous voyez, dans certains pays qui sont plutôt développés, les citoyens se plaignent du poids de cette crise sur leur vie au quotidien. Que sera-t-il donc de ces pays, même à Lomé ici, on se plaint. Que sera-t-il donc des villes, des villages, des hameaux reculés à l'intérieur du pays où on ne peut pas se permettre de rester à la maison ou bien de s'enfermer chez soi parce qu'il faut sortir pour trouver ce qu'il faut manger le soir. Donc, malheureusement, je pense qu'il y a un déficit grave en termes d'information, mais il y a aussi un déficit en termes de mesures d'accompagnement pour encourager les citoyens à pendant 1 ou 2 mois,
faire preuve de fermeté dans les gestes, dans le respect ou bien l'application des gestes barrières. Aujourd'hui, pour corriger ce mal, surtout à l'intérieur du pays, est-ce que vous pensez aussi qu'il faut exploiter massivement les collectivités locales installées ces derniers jours? Peut-être, oui, on ne veut pas de regroupement, mais il faut peut-être regrouper aujourd'hui les gens tout en respectant les mesures barrières pour pouvoir peut-être faire passer l'information, parce que là, avec les 4 ouverts à l'intérieur du pays, la gestion sera autre chose. Oui, je pense que malheureusement, le Togo n'est pas un pays avec une très forte pénétration d'Internet, ok? Et on ne peut pas se limiter aux affiches, aux flyers ou bien aux vidéos qui sont publiées sur les différentes plateformes. Malheureusement, il y a une majorité de Togolais qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas d'électricité pour regarder la télé. Ouais. Donc, les mesures qui sont prises en termes de communication, qui sont, je les salue d'ailleurs, sur le plan, par rapport aux TIC, ouais, qui sont assez saluables, malheureusement, ça ne suffit pas pour que ces citoyens dont vous parlez soient informés. Il faut justement impliquer les collectivités locales. Il faut promouvoir les solutions endogènes, par exemple, les solutions locales. Oui. C'est-à-dire, déjà, impliquer les acteurs de la société civile. Je pense qu'il y a eu plusieurs interpellations de la part de la société civile qui demandent plus d'implication. Impliquer les acteurs de la société civile, impliquer les CVQ, etc. Les CVD, tout ça, là, les comités, en tout cas, de développement de quartier, etc. Pour que eux, ils puissent trouver le mécanisme pour sensibiliser les populations qui malheureusement n'ont pas accès à Internet ou bien aux différentes plateformes que le gouvernement utilise pour communiquer. L'actualité ces derniers jours, c'est aussi les 60 ans d'indépendance du Togo. Ce fut un long parcours, on va dire, héroïque des devanciers. Un long parcours, je suis d'accord, héroïque. Je suis d'accord pour, en tout cas, tous ces devanciers qui ont montré l'exemple, qui ont montré leur attachement pour le peuple. Et même si c'est en plein Covid que nous avons célébré les 60 ans d'indépendance de notre pays, c'est avec beaucoup d'émotion en tout cas que moi personnellement j'ai passé cette journée et qui m'a obligé, ça n'arrive pas tous les jours, mais qui m'a obligé tout au long d'une journée à penser patriote, à penser togolais et à penser quelle est ma part, en tout cas ma contribution dans la lutte que nos devanciers ont amorcée il y a 60 ans. Justement, beaucoup de Togolais pensent qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts durant ces 60 dernières années, sur beaucoup de plans. Alors, je ne suis pas historien, mais effectivement, quand vous fermez les yeux, quand on prend sur le quand plan vous politique, voyez 60 ans d'indépendance, l'indépendance qui ne se limite pas seulement à avoir un drapeau et à avoir un indicatif, plus de 128, mais l'indépendance qui ne se limite pas à avoir un chef d'État, un gouvernement. Mais l'indépendance, c'est aussi la capacité de l'État à donner ses propres impulsions sur le plan économique, à prendre des décisions sur le plan de santé, de sécurité, sur le plan culturel, à décider de l'exploitation de ses ressources. Donc, quand on prend tous ces aspects, effectivement, on a un bilan qui n'est pas des plus reluisants. N'empêche, on peut reconnaître qu'il y a eu quelques avancées, mais on est très loin, je pense, de la norme. Après 60 ans d'indépendance, je pense que le Togo a accusé un trop grand retard et tout citoyen conscient doit vraiment ressentir cette tristesse en ce qui concerne la situation du pays. Vous êtes directeur exécutif du CDFDH. 60 ans après, en ce qui concerne les droits de l'homme, est-ce que vous avez toujours un pansement au cœur? Pansement, oui. Oui. Et je dois dire tout à l'heure, même pendant le Covid, l'une des leçons que nous tirons de cette crise, c'est qu'il faut plus d'attention aux droits économiques, sociaux et culturels. Parce que justement, il faut que l'homme puisse d'abord manger avant de dire qu'il veut parler. Mais le problème, c'est que nous avons hérité d'un contexte sociopolitique hautement politisé qui ne permet pas de prendre une quelconque initiative allant dans le sens effectivement du développement si les problèmes politiques ne sont pas réglés. Et si je dois faire le bilan
donc des droits de l'homme 60 ans après notre indépendance, moi je dois dire que justement, je pense qu'il y a eu quand même un progrès en ce qui concerne, la reconnaissance des principes et des valeurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, le Togo fait partie des pays qui ont ratifié le plus, en fait, la quasi-totalité des instruments onisiens, des instruments au niveau régional. Le Togo participe aux examens. Donc, en ce qui concerne au moins la reconnaissance, le Togo affirme de plus en plus son attachement à ces valeurs. Maintenant, il se pose la question de la pratique. Et il faut dire qu'en ce qui concerne la pratique aussi, on peut peut-être se réjouir du fait qu'en ce qui concerne la liberté d'expression, par exemple, oui, de plus en plus de personnes peuvent s'exprimer. Vous voyez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les émissions, les gens tiennent des propos critiques à l'endroit du gouvernement, mais qui ne sont pas pour autant, en tout cas directement menacés. C'est quand même un acquis qu'il faut saluer. Mais il faut reconnaître que le contexte hautement politisé fait en sorte que plusieurs droits n'ont pas avancé. Moi, j'étais vraiment déçu de voir qu'avant, au moins, on se réjouissait de ce qu'on avait un minimum de liberté ou bien d'acquis en matière de liberté de manifestation. Je suis vraiment déçu, je le rappelle, de la loi du 7 août 2019 oui, qui nous a encore envoyé dans les années 1987-90. Vous voyez, donc il y a effectivement beaucoup de situations, comme pour la situation aujourd'hui en milieu carcéral. Hier, je regardais une émission, une série policière où une personne était contente parce que elle a évité la perpétuité et on l'a condamnée à 25 ans de prison. Et la personne était contente. Je me demandais comment à 40 ans une personne est contente parce qu'elle a écopé de 25 ans de prison. Et je m'amusais à dire à la personne qui était avec moi, que vous savez, dans certains pays, tu peux aller en prison, faire 25 ans et ressortir vivant ou ressortir en bonne santé. Je ne peux pas l'affirmer haut pour notre pays aujourd'hui. Parce que les conditions précaires dans lesquelles vivent les détenus, si tu n'as pas un état de santé extraordinaire, il serait difficile de passer une si longue période en prison et de sortir en bonne santé. C'est juste pour dire que ce soit en ce qui concerne les droits civils et politiques, que ce soit en ce qui concerne les droits économiques et socioculturels, il y a beaucoup de choses à faire et malheureusement, ça ne réconforte pas le pays. Je le dis avec beaucoup d'amertume dans le cœur, parce que on a même l'impression que certains pays prennent exemple sur nous. Vous voyez, il y a de cela quelques mois, en Guinée, on s'amusait à citer le Togo en référence pour faire le forcing électoral. Ils se sont amusés à citer le Togo en référence. Au Bénin, justement, ici à côté. Justement, sur la question électorale, il y a une crise qui est là et créée autour de Agbeome Kodjo, arrivé deuxième aux élections du 22 février dernier. Vous avez sans doute suivi son dossier jusqu'à son interpellation et sa libération sous condition. Oui, c'est un dossier que nous avons, en tout cas, très bien suivi, ou bien que nous continuons de suivre. Oui. Cette semaine, les membres du panel Watch ont même pu rendre visite. Vous avez pris des initiatives à la dynamique, oui. Monseigneur Kodjo, effectivement dans une logique de vérification d'informations pour avoir plus de détails sur ce qui s'est passé en ce qui concerne son arrestation. Je ne peux pas peut-être donner tous les détails, professionnalisme oblige, oui. Mais le premier constat, je voulais faire un certain nombre de constats. Et le premier constat que je fais sur l'affaire Agbeome, ou bien l'affaire AMK, comme on le dit, c'est qu'on aurait pu éviter, pendant une crise Covid, d'avoir ces incidents qui présentent encore plus de risques de propagation. On aurait pu éviter cette situation si le jeu électoral, parce que vous l'avez dit, oui. C'est une crise électorale qui continue. Si le jeu électoral avait été mieux organisé, et la crise Covid ne nous fera pas oublier qu'il y a de cela 2 mois, 3 mois, qu'il y a de cela 1 an, des acteurs, que ce soit des acteurs de la vie politique, que ce soit des acteurs de la société civile, que ce soit des institutions internationales, ont fait plusieurs recommandations à l'endroit des autorités pour améliorer le cadre électoral. Il y a eu des interventions ou bien des initiatives de la société civile pour quand même participer à l'observation du processus. Parce que justement, s'il y a une crise, s'il y a contestation, c'est parce que le jeu, en tout cas, n'est pas clair, ou du moins tout le monde ne considère pas que le jeu est assez clair pour que les perdants reconnaissent d'emblée leur échec. Donc, normalement, on aurait pu éviter cette situation
si ces recommandations qui ont été formulées à l'endroit des autorités avaient été prises en compte, le jeu aurait été tellement clair qu'on aurait connu d'emblée qui est gagnant et qui est perdant. Mais on est dans la situation et bon, on considère que le vin est tiré, il faut le boire. Sur le plan d'un point de vue purement droit de l'homme, je pense que je ne vais pas donner la prétention de demander que la justice ne fasse pas son travail. C'est-à-dire, nul n'est au-dessus de la loi, comme on le dit. Si la justice pense que M. Agbeome Kodjo a des choses, ou bien si la justice pense qu'elle a des éléments à réclamer ou bien à reprocher à M. Agbeome Kodjo, donc en principe, faisons confiance à la justice pour qu'elle fasse son travail. Ça, c'est le discours que je tiens en tant que citoyen respectueux des institutions de la République. Mais, le mais que je pose, c'est que cette justice puisse faire un travail indépendant. C'est que au cours de ce processus, les droits et les libertés fondamentaux de ces personnes qui font objet de poursuite soient respectés de bout en bout. Et malheureusement, je ne pense pas que je puisse dire que ces droits sont en train d'être respectés. Je vous disais tout à l'heure que nous ne pouvons pas peut-être communiquer toutes les informations, mais il y a certaines informations que même les personnes intéressées ont déjà communiquées. Vous voyez, en ce qui concerne l'arrestation, par exemple, il a été communiqué, ils ont communiqué sur le fait que lorsqu'on est venu interpeller, je me demande, est-ce que c'est M. Agbeome qu'il fallait interpeller, ou si c'est toute sa famille, ou c'est tous ses amis, parce qu'on a interpellé près de 62 personnes ce 21. Ouais. Donc, finalement, qui on est venu interpeller? Deuxième chose, quelles sont les conditions dans lesquelles les personnes ont été interpellées? Plusieurs d'entre elles ont estimé ou bien ont déclaré avoir été arrêtées, en tout cas dans des conditions qui ne garantissent pas ou bien qui n'ont pas garanti le respect de leur sécurité. Il faut aussi préciser que ce même 21, il y a 2 défenseurs des droits de l'homme qui ont été embarqués, même un journaliste. Justement. C'est-à-dire que, et c'est la première question que je me pose, c'est-à-dire, est-ce que si on est venu chercher M. Agbeome, normalement, pour que les autorités puissent rentrer dans le domicile de quelqu'un, parce que le domicile est inviolable, donc on considère qu'ils ont eu un mandat, et si on est venu chercher M. Agbeome, donc c'est probablement un mandat d'amener qu'ils ont apporté pour le chercher. Mais déjà, vous verrez que selon en tout cas les témoignages des victimes ou bien des personnes intéressées, on n'est pas seulement venu interpeller l'intéressé et le conduire au SRI, mais on a aussi sérieusement fouillé son domicile. On a fouillé les chambres et même, selon les témoignages, des armes blanches ont été apportées. Ça, c'est une opération qui est possible seulement en cas de mandat de perquisition. Est-ce qu'ils avaient pour mandat de perquisitionner son domicile ou bien de venir l'interpeller? Encore, comme vous le disiez tout à l'heure, on a constaté que des défenseurs des droits de l'homme ont été arrêtés. Encore une fois, il faut peut-être revenir sur les conditions dans lesquelles ces personnes ont été arrêtées. Mais pour l'image de notre pays, ce n'est pas bon que des défenseurs des droits de l'homme soient interpellés alors qu'ils sont justement venus pour couvrir la manifestation. Pourquoi? On le dit souvent, ils font le monitoring. Ils font le monitoring. Et normalement, les autorités sont en position de savoir que lorsque vous faites une opération et que cette opération a été faite sous les yeux des journalistes, sous les yeux des défenseurs, c'est positif. C'est un acquis pour c'est positif à plusieurs égards. D'abord, ça vous motive à respecter votre mandat. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des regards sur vous. Et même si vous êtes peut-être emporté par la colère, il y a un élément qui vous dissuade pour ne pas faire des erreurs qui demain peuvent vous coûter. Deuxième chose, ça vous légitime, ou bien ça vous légitimise devant les institutions internationales. C'est-à-dire que les défenseurs des droits de l'homme, s'ils sont vraiment objectifs, ne peuvent pas dire le contraire de ce qu'ils ont vu. Ça veut dire que si vous avez fait un travail correct, vous êtes resté dans la limite ou bien dans les contours de votre mandat. Un défenseur qui en tout cas est professionnel, et c'est ce que nous sommes en train de promouvoir au niveau du réseau Watch, ne peut pas se permettre d'inventer des choses. Donc normalement, ces défenseurs devaient être laissés et qu'ils puissent faire leur travail. D'autant plus que du moins pour le journaliste qui est aussi membre du réseau Watch, nous a quand même fait comprendre qu'il portait son gilet de journaliste. Donc un journaliste qui portait son gilet devait être traité avec plus
d'attention, plus d'égards, et c'est vraiment déplorable. Ce que je dois dire sur cette affaire, c'est qu'on espère on espère vraiment que, comme je l'ai dit, la justice puisse faire son travail et que les droits des personnes soient respectés. Parce que malheureusement, il y a tellement de cas où la justice n'a pas en tout cas tenu les promesses, ou bien là où on l'attendait, on ne l'a pas vu. Donc on espère que cette affaire-là, les droits de Agbeome et même des 16 autres personnes qui ont été gardées, c'est encore ce qui est très écœurant, parce que des personnes qui ont donc été arrêtées au domicile ou aux alentours de la maison de l'intéressé soient gardés parce qu'ils auraient été pris en flagrant délit, ou bien ils s'opposaient, ils faisaient résistance. Je pense que c'est assez compliqué comme situation et franchement, on aurait pu éviter ça. Merci beaucoup à vous, Godwin Etienne. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de CDFDH, membre de Panel Watch. Merci surtout à vous pour la disponibilité. 7 en 1, c'est fini. Jean-Jacques Senobi Atiko, Patrick Degbevi, l'équipe vous donne rendez-vous samedi prochain.